De tout temps, la curiosité d'aller voir ailleurs a démangé l'homme. Comment peuvent être faits les autres pays? Comment sont les gens? De quoi vivent-ils? Que font-ils? Et que mangent-ils? Bon, eh bien d'accord. Je vous emmène faire un petit tour au Guatemala. Vous allez voir des marchés typiques, le lac d'Atitlan, du tissage, des sculpteurs sur bois, un peintre, un lavoir très original ainsi qu'une caserne non moins originale, le travail du jade, le site historique de Tikal et une petite école. Vous ne trouverez nulle part ailleurs un pays aussi coloré que le Guatemala. La couleur est partout, du vert des feuillages luxuriants au bleu des lacs tranquilles. Mais il ne faut surtout pas oublier les costumes multicolores des habitants. Et voyez un peu aussi la grosseur de leurs légumes. Nous pouvons supposer que le climat est en accord avec leur agriculture, à moins qu'ils possèdent un engrais miracle. Alors que les femmes amènent leurs belles récoltes au marché, les hommes en général s'occupent plus particulièrement du travail des champs. Chez nous, en France, pour obtenir un gros légume, il suffit tout simplement de voter pour lui. Mais au Guatemala, ça ne se passe pas comme ça. Peut-être que ce brave paysan va nous dévoiler son secret. Dans un premier temps, il met un engrais de... C'est ce qu'on appelle un concentré de poulet. Dans un premier temps, on met un concentré de poulet pour... Il dit, bon, pour réchauffer la terre, pour pouvoir faire germer beaucoup plus facilement. Là, il est en train de nous dévoiler un secret d'État. J'espère qu'il n'aura pas de problème avec son gros légume de la culture. Si, primero. Ah, après, il met de l'urée, c'est un fertilisant aussi. Pour faire que la feuille soit très verte. Et ensuite le 15-15 pour la croissance. Et ensuite, ils mettent du 20-20 pour la grosseur de l'oignon. Muchas gracias. En fait, ce sont des excréments de poulet. Donc c'est un fertilisant effectivement très, très, très fort. Eh bien mes poulettes, soulagez-vous, la carotte compte sur vous. Ça va pas marcher ça. Bien avant l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique, florissait au Guatemala la civilisation maya. Elle a laissé les traces indélébiles de ses connaissances astronomiques extraordinaires, celles qui servirent de base à la mise au point d'un calendrier d'une précision extrême, de ses connaissances médicales, agricoles, mathématiques et architecturales, et aussi de son avance dans le domaine de l'organisation politique et d'une religion mystique et polythéiste. C'est au début du XVIe siècle que commence la conquête du Guatemala. Elle ne se terminera qu'à la fin du XVIIIe siècle avec la prise d'Itza, dernier bastion de la population aborigène indépendante.
la capitainerie générale déclara l'indépendance du Guatemala le 15 septembre 1821. Le pays fut cependant annexé par la force au Mexique en 1822. Et ce n'est que le 1er juillet 1823 que le Guatemala obtint son indépendance totale. Le 21 mars 1847, il devint officiellement une république, statut conservé jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, les Mayas vivent dans le fabuleux cadre montagneux des Hautes-Terres et conservent jalousement leurs traditions. L'image reposante de cette brave femme faisant du rouet vous amène à penser qu'ils ont entièrement raison. Nous arrivons sur le lac d'Atitlan, où notre sympathique guide va nous aider à découvrir ce très beau pays, ainsi que le travail de ses habitants. Toute cette chaîne de volcans s'appelle la Sierra Madre. C'est à peu près 33 volcans sur la faille du Pacifique. Et sur les 33 volcans, on en a 3 en activité constante, dont le volcan des Fuegos qu'on peut voir au fond. Et ce ne sont pas des nuages. Non, c'est une activité, ce sont des vapeurs d'eau et de soufre. Il y a plus de 150 dessins huipil, ce qu'on appelle la tenue brodée des femmes, différents au Guatemala. La tête, et uniquement ce qui se fait, c'est de coudre de chaque côté pour créer les manches. Ils commencent, les filles, puisqu'il n'y a que les filles qui tissent dans les métiers à tisser à ceinture, hein, les hommes c'est le métier à tisser tel qu'on le connaît chez nous. Elles commencent à tisser entre 6 et 7 ans avec leur mère, c'est leur mère qui leur enseigne, ils commencent avec des motifs, et jusqu'à l'âge de 12 ans à peu près, elles mémorisent les motifs, et ensuite elles le font sans copie, sans dessin devant elles ont tout dans la tête. En plus, il y a une créativité énorme. Elles sont capables de faire, même si elles créent les mêmes motifs, mais de faire les couleurs différentes. D'ailleurs, le huipil, c'est-à-dire la tenue traditionnelle des femmes, a terriblement évolué ces dernières années, puisque maintenant, il y a une perte des traditions, on va dire, très forte.
Ce qui permet aux tisserands de se donner le loisir de changer de motif. Et on retrouve dans pas mal de villages maintenant des guipiles avec des motifs totalement différents, même si on retrouve souvent les mêmes tons et les mêmes couleurs. Aprendí con mi papá. Donc il a fait son apprentissage avec son père, donc ce sont des traditions de famille. Et il est en train donc de former une statue, enfin un personnage qui charge, qui porte du bois. Ou qui porte des jarres en dos, qui porte des comales. ¿Qué edad estás haciendo eso? Pues fíjese que desde tengo mis 9 años empecé a trabajar. Donc il a commencé à partir de 9 ans à sculpter. Et tu padre te enseñó eso? Sí. Et son père lui a enseigné l'art de la sculpture. Mais il a toujours travaillé ici. Si, mais ici c'est une ethnie, ce qu'on appelle les Tsutuil, et les Tsutuil restent ici. C'est-à-dire chaque ethnie est bien ancrée, ses terres et ses traditions. On vient de traverser le lac. Il va souvent de l'autre côté ou il y a une route? Comment ça se passe? ¿Vas a Panajachel o...? ¿Para qué? Para ir a vender. Sí. Salimos en Guatemala. ¿Cuántas veces más o menos al año? Unos 4 o 5 veces al año. Ils vont à peu près 4-5 fois par an de l'autre côté du lac. Donc, et je connais des gens qui ont vécu toute leur vie ici, ils ne connaissent pas Panajachel qui est de l'autre côté du lac. Oui, il n'y a pas d'autre voie d'accès. Si, il y a la route. Si. On peut prendre le bus, mais ce sont des gens, ils n'en voient pas l'utilité d'aller de l'autre côté. Oui. Pero era tradicional de aquí, es decir, que siempre se hizo de otra forma, o lo hicieron especialmente para el turismo. Es tradicional de aquí. Sí. Oui, au début c'est un art de toute façon tout à fait traditionnel dans la mesure où ça a commencé principalement par des sculptures de type religieux. Je dis que le cèdre c'est un bois vraiment spécial pour faire ça parce qu'il n'y a pas de nœud. Et on peut travailler la fibre, comme c'est une fibre très serrée, beaucoup plus facilement. ¿Y lo vas a enseñar a tus hijos? De plano, sí. Et il dit qu'il va, bon, il espère que ses enfants continueront. Est-ce qu'il gagne bien sa vie? ¿Te permite ganar bien tu vida con eso? Pues pasando la vida siempre tranquilo, pero sí. Sí. Ajá, sí. Oui, ça lui permet d'avoir des revenus supérieurs, on va dire, à la moyenne, qui est une population spécifiquement paysanne. Donc les paysans gagnent beaucoup moins. Grâce au tourisme et grâce à son art, il arrive à vivre correctement. Dans les campagnes, le salaire moyen tourne entre 300 et 500 quetzals, c'est-à-dire ce qui correspond à peu près à 300 à 500 francs par mois.
dans le type paysan, on va dire. Maintenant, les salaires peuvent être beaucoup plus élevés si on vient à la ville, si on est spécialisé dans un type de domaine. Il vient de me dire que son frère, principalement, c'est le peintre, mais lui, il peint aussi un petit peu, mais son fort, c'est la sculpture. On peut voir une scène des lavandières Maya autour du lac d'Atitlan et dans le fond avec le volcan San Pedro. Là, on peut voir une coiffe traditionnelle des femmes du lac d'Atitlan, de ce village de Santiago, c'est le tocoyal. Ici, on peut voir les musiciens qui jouent sur l'instrument national et traditionnel du Guatemala, c'est ce qu'on appelle la marimba. Et l'ensemble du tableau est une représentation des fêtes religieuses, des fêtes de village, c'est le palo volador. On se consacre aussi à la cueillette du café. Dans les scènes traditionnelles des peintures naïves, on peut voir justement toute la vie du peuple Tsutuil. On peut trouver aussi des scènes de marché avec la vente des poteries, des comas pour lesquels on fait cuire les tortillas. Les lavandières autour du lac d'Atitlan, avec aussi les cultures traditionnelles sur le Pacifique de coton et bien sûr la récolte de café. Les Guatémaltèques sont souvent amicaux et pleins d'humour. Les difficultés liées à la langue cachent parfois cette réalité. Certains sont timides ou vous ignorent parce qu'ils n'ont jamais rencontré d'étrangers et n'imaginent pas qu'une conversation soit possible. Mais ici, nous n'avons nullement besoin de parler car les images le font pour nous. ¿Cómo aprendiste el bordado? Desde chico aprendí, desde mi madre me enseñó. Donc il a appris par sa mère le travail de la broderie. Le bermuda qu'il porte brodé
Il met à peu près 3 mois pour le faire parce que c'est une broderie assez simple. Maintenant, dans d'autres types de broderies, ça peut durer jusqu'à 1 an. Mais à peu près 3 jours pour faire un oiseau complet. Es que son finos y los detalles Ça, ce sont les broderies les plus fines qu'on puisse trouver dans ce village. son de blanco y negro. Et là, il les fait en noir et blanc. Il peut les faire aussi en couleur. Ici, on peut voir le huipil d'origine tel qu'il était il y a une centaine d'années. C'était des oiseaux tout à fait simples. Le huipil s'est très sophistiqué durant ces 10 dernières années. On peut voir ici, par exemple, un oiseau à 2 têtes qui était aussi un symbole des Mayas, mais d'une façon très simplifiée. Ici, c'est le tocoyal, c'est la coiffe traditionnelle d'Atitlan. Il peut faire jusqu'à 20 mètres de long. Et on peut voir que seulement les extrémités sont tissées. L'ensemble du rouleau, lui, est en rouge. Ça, c'est le tocoyal traditionnel de Santiago. Donc là, on peut voir le Bermuda traditionnel des hommes de Santiago, avec des motifs aussi traditionnels tels qu'ils étaient à l'origine. Mais le problème, c'est qu'avant, ils étaient très limités par les colorants naturels. Vraiment, le huipil a connu une sophistication au niveau des couleurs, à l'arrivée des colorants chimiques, qui s'est fait à la fin du XVIIIe siècle au Guatemala. Et ils ont commencé à créer des oiseaux beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus détaillés, avec des couleurs beaucoup plus fortes. Aquí es tradicional la pintura, este tipo de pintura en Santiago. Yo aprendí aquí en la casa, pues. Donc, tu familiar es Ajá, mi hermano es pintor. Donc il a appris de son frère qui est lui Y con él aprendí un poco, me dijo los colores. Entonces yo agarré el hilo. Entonces. Oui, donc ça se fait toujours de façon familiale. Il commence avec le père ou avec le frère, et après chaque personne développe une technique différente. Et il met à peu près 1 semaine pour faire un tableau, en se consacrant uniquement à ce tableau. Nous sommes ici à Chichicastenango, 2000 mètres d'altitude, 8000 habitants, avec son célèbre marché au pied de la non moins célèbre église des Santos Tomás. Bien que d'inspiration chrétienne, elle sert plus au rituel maya que catholique. Les marches ont pratiquement la même fonction que les grands escaliers menant au sommet des pyramides mayas. Pendant une bonne partie de la journée, elles sont enfumées d'encens à base de résine de copal, tandis que les chefs de prière indigènes agitent des encensoirs, généralement des boîtes de conserve percées de trous. Il y a des années de cela, les voyageurs intrépides se rendaient dans un repère montagneux pour voir de leurs yeux la place principale de Chichicastenango, emplie de commerçants indiens venus vendre leurs produits sur l'un des plus grands marchés traditionnels. C'est maintenant notre tour d'apprécier ces beautés.
sans pour cela avoir besoin de jouer les voyageurs intrépides. Si puedes, ¿será que le puedes retocar unas cosas para que se vea? Sí. ¿Sabes? Sí. Porque no está terminado bien así, No ¿o sí? está terminado bien. Ah bueno, ahí va a te faire bon. Una pieza, el mismo pieza, pero sobre esta pieza podemos sacar las gavetas. El misma pieza que se salió del blog estamos utilizando. Donc ils utilisent une pièce pour les tiroirs, mais puedes sacar esta pieza? Esta pieza. De esta pieza solo tiramos esto y solo aprovechamos esta parte. Voilà, donc là, il a formé le tiroir qui sont Ya dans cette sobre esto, la misma pieza se pega aquí, el exterior, y se coloca en el mismo lugar. Donc il va coller le fond qu'il a découpé en premier. Se coloca en el mismo lugar. Y agarramos una pieza, lo que es el ébano. Maintenant, il va prendre un autre bois pour faire le devant du tiroir qui va être en ébène. Del primero cortaríamos Donc après avoir utilisé la machine, ils le finissent à la main. borde de la orilla. Si, donc après avoir poncé, ils vont mettre le tiroir et ils vont essayer d'ajuster le tiroir par rapport au trou d'origine. Después de eso utilizaríamos un poco de máquina para sacarlo. Colocaríamos así. Así. Y de ahí, el mismo proceso. Entonces aquí ya podemos ver la pieza ya terminada. Ya la pieza, ya habiendo terminado, llega a la sala de exhibición. Estamos viendo aquí las gavetas bien terminadas, un proceso. El mismo proceso. Esta es la pieza con gaveta, toda esa pieza. Ahora tenemos esto, pieza desarmable, rompecabezas. C'est un casse-tête. Sí, estamos viendo aquí. Esta es la pieza sólida. Colocamos aquí y aquí aparece las dos gavetas. Les deux tiroirs intérieurs. Ah, des tiroirs secrets. Tiroirs Sí. secrets, voilà. Estas son casetas. Sí, tenemos una
y 2 cassettes. Ok. Esta es su llave. C'est la clé. Ah oui, si on ne l'enlève pas, on ne peut pas l'ouvrir. Ah d'accord. Ah, il faut le savoir ça. Au début du documentaire, je vous avais promis une originalité concernant l'un lavoir. Non, non, ce ne sont pas les jambes de ces dames. Mais oui, vous avez bien vu, ce sont des cartes. Avouez que c'est drôle, non? Elles vivent au beau milieu de ces lavandières sans aucune crainte d'être mangées. Oui, je crois aussi qu'elles auraient un goût bizarre. Ici, on peut voir justement les effets du tremblement de terre de 1773, puisque Santiago a été la capitale du royaume du Guatemala, c'est-à-dire de toute l'Amérique centrale, jusqu'à cette date. En 1773, il y a eu un énorme tremblement de terre, qui sont appelés les tremblements de terre de la Sainte-Marthe, et qui ont complètement détruit tous les grands bâtiments, principalement les églises, et ici la cathédrale d'Antigua. On peut voir justement sur cette cathédrale les restes des stucs d'origine qui ornaient, qui décoraient. Ils ont beaucoup travaillé en briques, très peu en pierre de taille. L'ensemble des voûtes se sont complètement détruites. On voit encore le reste des piliers qui ont assez bien tenu et actuellement ils sont en train de renforcer et de reconstruire petit à petit cette cathédrale. Donc les reconstructions se font dans les techniques de l'époque. Ici on n'utilise pas de béton armé, on utilise la brique et tout est reconstruit, les voûtes, les piliers, les arcs, en briquetage, plus le stuc qui l'a recouvert. Dans la plupart des églises au Guatemala, on peut voir en chœur justement les 4 évangélistes, accompagnés de leurs animaux symboliques, l'ange, l'aigle, le taureau et le lion. Et voici l'autre originalité promise, tout aussi surprenante et pleine d'humour. C'est bel et bien le poste de garde d'une caserne, traduit dans toutes les langues. Eh bien, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais alors moi, chapeau, ça me botte. Ce sont des masques qu'on a retrouvés sur des sites mexicains. Ce sont des masques de cérémonie qu'on a retrouvés toujours dans les tombes. Et les 2 masques qui suivent, ce sont les masques d'un grand roi de Palenque qu'on appelait Pacal. Le jade vient d'un endroit, d'une région au Guatemala, à peu près à 160 km d'ici, qui s'appelle Zacapa. Ce n'est pas une carrière, c'est le jade remonte tout seul. Là donc, en mettant de l'eau sur le jade, ça permet de voir la couleur telle qu'elle sera après le polissage. Une fois que les morceaux sont coupés à la scie diamant tel qu'on peut le voir, ils sont passés à une meule diamant, c'est-à-dire que le jade est usé, on use le jade pour créer la forme. Alors là c'est fait bien sûr tout à la main et avec toujours des meules diamants puisque le jade est tellement dur que seul le diamant peut le travailler correctement. Ahí lo deja en la mano así, antes y después.
Donc là, ils utilisent bien sûr pour créer les formes des gabarits, et avec une pointe en aluminium, ça permet de tracer sur le jade des repères qui pourront découper par la suite. Puisque tous ces masques sont des masques, ce sont des reproductions de masques qu'on a retrouvés dans les tombes mayas. Et dans un premier temps, donc on le travaille dans un bois, on fait la base dans du pin qui est déjà séché et qui a seulement plus qu'1% d'humidité pour se servir du support. Ensuite, là-dessus, on coupe des mosaïques de jade qu'on va coller avec de la colle minérale, comme on peut le voir ici, sur cette base en bois qui a été pré-percée au départ justement pour pouvoir adhérer beaucoup plus facilement. Et sur ce type de masque, par exemple, on le voit que le jade n'est pas brillé. On l'a poli, mais il n'est pas brillant. Vous avez plusieurs types de jade, il y a de masques, vous avez des masques brillants et ceux bruts. Ici, ce sont bien sûr des reproductions. Une fois qu'ils ont terminé de faire la mosaïque de jade, ils vont mettre ce qu'on appelle du stuc. C'est une sorte de ciment qui est fait à base de du ciment, du plâtre, de la colle minérale, qui va permettre de faire les joints entre la mosaïque de jade et qui va couvrir complètement le bois de façon à ce que le bois ne soit jamais touché par l'humidité ou par l'air, donc ça se conservera éternellement. ¿Cuántas horas de trabajo se necesita para una máscara así? Para trabajarlo toma 2 o 3 semanas también para hacer, por ejemplo, 2 máscaras, ¿verdad? Oui, bon, donc selon bien sûr l'expérience de l'artiste, au début, ils commencent par 4 ou 5 semaines pour faire un masque, et ensuite ils font pratiquement un masque par semaine, après quelques années. Ça dépend bien sûr de la complexité du masque, parce qu'on voit ici c'est un masque en mosaïque assez simple, alors que vous avez des masques beaucoup plus travaillés, polis et brillés, comme le masque qu'on peut voir derrière en vert. Alors celui-ci, ça a à peu près 1 mois pour faire un masque comme ça. Il n'y a pas encore les yeux, tout est en jade. On peut voir le jade vert dans les yeux, c'est de jade blanc. Ensuite il manque les pupilles en noir pour faire les yeux, et le reste en stuc. Tout ce qu'on peut voir autour des joints, c'est en stuc vert. La différence, c'est que les masques purement mayas qu'on a retrouvés dans les tombes ont été faits à base d'un jade beaucoup plus tendre qu'on appelle la serpentine. Étaient faits à base, par exemple, de pierres qui ressemblent au jade, mais qui étaient beaucoup plus faciles pour les mayas à travailler. Par exemple, ce jade de Arcacao qu'on a retrouvé dans le site de Tikal, uniquement les boucles d'oreilles étaient en pur jade, alors qu'ici, dans ces ateliers de jade, l'ensemble du masque est en pur jade. Bien sûr, maintenant, ils travaillent avec des outils diamants, ce qui est beaucoup plus facile. Maintenant, on peut voir dans la meule qu'on a vue, en règle générale, la grande meule coupe 11 cm par heure. Les mayas coupaient 1 mm par heure. Les artistes qui travaillent sur ces masques sont déjà des gens qui sont passés par toutes les étapes du travail du jade en général, parce que eux, il faut qu'ils bouclent complètement le travail, c'est-à-dire ils coupent leurs pièces, ils tracent leurs pièces, ils les coupent, ils les polissent et ils les brillent eux-mêmes. Il faut qu'ils fassent l'ensemble du masque un seul artiste, tandis qu'à l'atelier, chacun a son travail. Temple du Grand Jaguar. Temple du Grand Jaguar, c'est le plus intéressant, le plus important de Tikal, parce que c'est exactement en dessous de sa pyramide qu'on a retrouvé la tombe la plus riche de Tikal, au niveau des pièces. Le matériau le plus cher que les Mayas avaient à l'époque, c'était le jade. Donc dans la tombe de Arcacao, c'est comme ça qu'il s'appelle le chef de Tikal qui a fait construire ce temple, on a trouvé 8 kilos de jade. Son collier, bracelet, et boucles d'oreilles, bon, tous les bijoux qu'il portait dans les cérémonies. Et là? Là en bas, les 2 monuments parallèles. Entre ces 2 monuments-là, il y a un espace.
qui servait aux Mayas comme arène pour le jeu de pelote appelé Pocatoc. On ne sait pas le nombre de joueurs dans le jeu ici à Tikal, mais on s'imagine que c'était seulement de 2 personnes qui à la fin, un de ces 2 personnes-là était sacrifié. Généralement, on parle que c'est le perdant du jeu qui est sacrifié pour les cérémonies. C'est là que les Mayas sont choisis comme endroit pour enterrer leur chef. En dessous de chaque temple, les archéologues ont trouvé les tombeaux des personnages, les chefs de la ville. On en connaît 30. Le fondateur de la dynastie de Tikal est connu comme Yashmoshok et le dernier gouverneur de Tikal est connu comme Kitam ou Chitam. Au début, ces bâtiments avaient la même taille du temple numéro 2 à gauche. Mais les archéologues, ils ont fouillé les structures. Ils ont remarqué aussi qu'il y avait des couches de construction superposées. Il paraît que tous les 52 ans, les Mayas abandonnaient les structures, la maison ou temple, et ils faisaient une nouvelle construction par-dessus l'ancienne. Hein? On voit par exemple ici l'escalier, c'est l'escalier de la dernière couche de construction. Ensuite, on peut remarquer l'escalier de la 12e couche en bon état. On voit de nouveau l'espace qui a été creusé par les archéologues pour se faire voir. Et au dernier, on voit l'escalier de la première couche. Le toit ici a été spécialement fait pour protéger la décoration de la 12e couche. Bien, cette décoration est représentée par Chak. Chak, c'était le dieu de la pluie des Mayas. Il est reconnu généralement à cause du nez long. On voit son nez, la bouche, les yeux, les boucles d'oreilles et les oreilles. Donc, de nouveau, on peut deviner qu'il y a un gémeau de ce masque de l'autre côté de l'escalier. Qui est toujours recouvert par la deuxième couche. Toujours recouvert par la dernière couche. Voilà, et qu'on peut accéder par ce tunnel fait par les archéologues. Vous avez remarqué, les marches sont complètement hautes. À Tikal, on trouve 2 sortes de marches. Les marches petites, c'était pour la construction et c'était utilisé par les Mayas communs. Et là, on est où? Là, nous sommes dans un palais. En réalité, c'est difficile à expliquer si c'est un palais habitationnel ou c'est un palais qui servait seulement pendant les cérémonies. Le problème, c'est qu'on trouve très peu d'espace, comme vous pouvez remarquer, à cause de la voûte maya qu'il y avait ici en haut. Un autre problème, c'est qu'on n'a pas trouvé encore les toilettes et les cuisines qu'il devrait avoir ici si c'était une partie résidentielle des nobles. Là, on est en train de rentrer dans une chambre qui devait être utilisée à l'époque pour dormir. Déjà, on voit probablement que c'était un lit. Aujourd'hui, on le voit que c'est très dur, mais à l'époque, le lit était recouvert de peaux d'animaux. Nous avons ici donne vue directe à une sorte d'arène qu'il y a là devant. Donc les personnes nobles qui assistaient à spectacle étaient assis sur les gradins et la personne la plus importante du groupe, disons, se mettait et regardait d'ici le spectacle. Donc ça, c'est une sorte de trône.
pièce, ce bâtiment, on peut remarquer qu'il a encore les stucs d'origine au mur. Et cet stuc servait à protéger, à conserver les bâtiments. La chambre que nous avons là garde encore, ou elle a encore, des pièces en bois d'origine taillées par les Mayas d'époque. Peut-être ces pièces ou poutres servaient pour accrocher des hamacs ou des habits, ou on ne sait pas exactement à quoi ça servait. Là-haut, nous avons le sommet du temple numéro 4. C'est le plus haut de Tikal, 70 mètres à partir de ce bâtiment. Après, nous avons la pyramide, le temple et la corniche. Pour monter à ce temple-là, il faut le faire avec des échelles en bois. Il faut vraiment vouloir pour y aller. Les masques de cérémonie sont fascinants et encore utilisés de nos jours. Conscients de la richesse de leur héritage, les Mayas guatémaltèques, environ 60% de la population, désirent entretenir les traditions et les pratiques ancestrales. Tous ces masques représentent des dieux, celui du feu, de l'esprit, du guépard, de l'amour et beaucoup d'autres. Ce séduisant costume de cérémonie brodé avec beaucoup de patience par cet artisan fera certainement honneur à son dieu dont le masque sera. Cela prouve bien en tout cas que ce fabuleux héritage culturel qu'ils entretiennent depuis des siècles avec une grande passion n'est pas près de disparaître. Et je suis sûr que ce ne sont pas ses descendants qui me contrediront. Cuenta que cuando ella era pequeña, el volcán hizo erupción. Yo soy valioso y sensacional, y a partir de este momento cierro mis ojos para soñar. Y coloque el número 7 aquí abajo de esa raya. Bien, pero aquí dice 5 más 3. Ahorita están 5, ahora haga los demás 3 rayas. Haga los 3 rayas.
Cuente todo eso, a ver cuánto le da. Cuente bien, no es 7. Un de uña. Un de uña. Entonces, oh. Aquí está la almohadilla para borrar. 1, 2, 3. Guatemala hermosa, eres la reina de la América Central. Eres orgulloso, porque en el mundo no se encuentra otro igual. Y la gran belleza. Listos. 1, 2, 3.